à toutes et tous, bienvenue, il est 9h57, vos enfants, vos petits-enfants avaient pris le pouvoir et squatté la télé devant les dessins animés pendant 15 jours. Soyez rassurés, c'est terminé, nous sommes de retour, c'est 9h50 le matin et nous sommes ravis de vous retrouver. Emmanuel, bonjour. Quelle forme Virginie, bonjour à tous. Bonjour Anne-Sophie, en forme également. Ah, moi j'adore, les petits-enfants, les enfants avaient pris le pouvoir, mais nous sommes revenus et nous sommes très heureux de vous retrouver. Oui, c'est vrai, on est très contents et puis on a plein de choses à vous dire, plein d'informations à vous donner avec nos invités, notamment Pascal Chavonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes graphothérapeute et vous venez nous parler des gauchers. Oui, je suis gauchère et je fais partie de l'association lesgauchers.com. Et on estime qu'il y a environ 13% de gauchers en France. Vous en faites peut-être partie, on en parle juste après la météo. Nous recevons également ce matin Thierry Dobrovolski, bonjour. Bonjour. Et vous nous parlez de Calia Santé, qu'est-ce que c'est ? Alors Calia Santé est une plateforme web destinée aux personnes qui souffrent de douleurs physiques ou morales. Et on en parle également tout à l'heure, tout au long de l'émission. On retrouvera également Christine Defion et Jean-Marie Barfetti depuis Bruxelles pour vous présenter un musée du chemin de fer. Ça s'appelle Train World et en un an, on estime que déjà 100 000 visiteurs sont passés par là. On vous le fait visiter tout au long de 9h50 le matin. Au petit-déj, vous êtes plutôt œuf bacon ou tartine beurre confiture. Quels sont les aliments à bannir? Et oui, il y en a et pas forcément ceux auxquels vous pensez. Quel est le petit-déj idéal? Réponse tout à l'heure avec Rodolphe, votre médecin. Ce sera aux alentours de 10h20. Et puis dans votre rubrique jeunesse du lundi, on parlera littérature, mardi gras en livre et on ne pouvait pas ne pas vous parler des crêpes, la petite encyclopédie de la crêpe. Alors là, c'est carrément banane, chocolat, chantilly. Je ne suis pas sûre que ça plairait à Rodolphe Piquet, on en parlera peut-être avec lui aussi. Ça plairait à Anne-Sophie, non, mais à moi, en tout cas. oui. Ah bah voilà. Mais c'est pas l'heure de manger des crêpes, c'est l'heure de nous montrer des petites déjeuner. Non, vous avez raison. On commence par les photos et merci à vous de ne pas nous avoir oubliés. Parce que 9h50, nord-pas-de-calais@francetv.fr, et plein de photos à vous ce matin. Alors, on commence par la première. Elle est signée Bénédicte, qui habite à Gruzon, qui a capté des nuages et un coin de soleil. François, à Godvarsveld, lui aussi est là pour notre reprise, avec un ciel très nuageux. Marcel de Bienvillers-au-Bois nous envoie, avec la complicité de Beethoven, notre mascotte, eh bien, une photo de rentrée. Alors maintenant, on va un peu changer de ciel, direction Boulogne. Là, vous le voyez sur cette photo, c'est le port. Il pleuvait ce matin. Gonzague nous dit marée basse, elle sera haute à 12h32 avec un gros coefficient de marée, 96 aujourd'hui. Et une autre photo du Boulonnais signée Philippe, où là, aïe, 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 il pleut des trombes. Emmanuel, Oui, pendant les vacances, vous avez travaillé et vous nous avez déniché une nouvelle webcam. Une nouvelle webcam à Berck-sur-Mer. Regardez, c'est sur la plage. C'est là où se dérouleront les rencontres internationales de cerf-volant du 1er au 9 avril prochain, les 31e rencontres. Alors, le ciel est dégagé pour le moment. Est-ce que ça va durer, Anne-Sophie ? Eh ben, on va rester sur cette image-là, si vous le voulez bien. Merci. Je ne fais pas la météo ce matin. Bon, c'est un ciel chaotique, une perturbation qui arrive, de la pluie, des rafales de vent. Je parlais des coefficients de marée à cause de ça, parce qu'il faut faire attention avec les rafales qui peuvent atteindre jusqu'à 90 km/h. Marée haute à 12h32, gros coefficient de marée. Et puis cet après-midi, la perturbation nous quitte. Des orages, du grésil, de temps en temps une éclaircie, des rafales de vent jusqu'à 90 km/h toujours. Mais de la douceur avec des températures qui évoluent aujourd'hui entre 10 et 12 sous abri. La suite, eh bien, on verra plus tard. J'ai pas envie de vous la donner tout de suite. Mais on n'avait pas envie de le savoir non plus parce qu'on sent qu'il va pleuvoir. Merci beaucoup Anne-Sophie. Je ne peux pas vous démoraliser le jour de la rentrée. On vous retrouve pour la météo en Nord-Pas-de-Calais, en Picardie, à midi. Vous êtes gauchère ou droitière? Droitière. Vous êtes tous droitiers autour de Droitier cette table? aussi, oui. Droitier. Pascal Chavonnet, elle est gauchère, graphothérapeute, conseil à l'association lesgauchers.com. Et vous nous parlez des gauchers ce matin. Alors on va expliquer dans un instant quelles peuvent être les difficultés des gauchers liées à l'écriture. Mais d'abord, on voulait vous présenter Théo et Mathieu, deux gauchers très heureux. Reportage et on en reparle juste après. Mathieu, 19 ans, est en deuxième année de droit à la fac de Reims. Un parcours scolaire sans faille pour le jeune Ardennais, pour qui être gaucher semble n'avoir que des avantages. Enfant, il était très à l'aise avec ses deux mains. Ambidextre, il aurait pu être gaucher, il est devenu. C'était simplement en primaire, au moment de simples exercices. Lors de dessins, on passe au tableau et il a fallu choisir entre la main gauche et la main droite. C'était un peu imposé par le professeur. Bon, j'aurais très bien pu continuer à utiliser les deux mains, mais il a fallu faire un choix. J'ai eu la chance de pouvoir avoir une certaine souplesse vis-à-vis de mes professeurs qui m'ont permis
de m'approprier en fait les lettres, les mots, pour pouvoir les maîtriser moi-même en fait. Théo a trouvé son équilibre grâce à l'équitation. Dans ce sport, que l'on soit gaucher ou droitier, on utilise les deux mains sans distinction. Dès l'âge de 7 ans, il monte donc à cheval, un domaine rassurant pour lui, car à l'école, l'apprentissage est très compliqué. Pour écrire, ça a toujours été vraiment catastrophique. Et j'ai une pensée particulière pour Papillot qui m'a appris à écrire et en script et aussi au plume. Et grâce à lui, j'ai réussi à avoir une écriture correcte à l'école. Qui est Papillot? C'est le mari de ma nourrice qui m'a appris énormément de choses et voilà. Des personnes bienveillantes leur ont donc permis de devenir des hommes épanouis. Voilà, on l'entend dans le reportage. Théo, notamment, a eu beaucoup de difficultés à écrire. C'est vrai que c'est compliqué pour les gauchers d'écrire, Pascal? Oui, on nous contrarie un petit peu moins. Mais bon. Il y a une époque où vraiment être gaucher, ça se faisait pas, on se forçait à être droitier. Ah oui, on nous obligeait à écrire de la main droite. Dites-nous, parce que vous êtes une gauchère contrariée? Non, grâce à mes parents, ils sont déplacés à l'école pour dire laissez ma fille écrire de la main gauche. Et on vous a laissé faire. Et on m'a laissé faire. Par contre, j'ai été contrariée parce qu'à l'époque, c'était à la plume. Et à chaque fois que j'écrivais, j'effaçais ce que j'écrivais. C'est-à-dire qu'en fait... Je vais venir près de vous parce que vous avez préparé. Oui, c'est un peu compliqué. Une petite démonstration comme si on était à l'école. L'apprentissage de l'écriture est compliqué et sera toujours compliqué. C'est-à-dire que nous écrivons de gauche à droite. Donc là, je vais écrire. Si j'incline ma feuille, je vais voir ce que j'écris. En théorie, il faudrait l'incliner comme ça. Voilà. Mais les tout petits, ils ont beaucoup de mal. Même jusqu'à 8 ans, ils ont du mal. Et pour eux, c'est visuellement parlant, c'est plus facile de tenir la feuille comme ça verticalement. Donc du coup, ils vont adopter soit la main en crochet, et là, il ne faut pas. Ils risquent d'avoir des problèmes de dos. Refaites voir avec votre main. Ça, c'est une position qu'on adopte souvent quand on est gaucher. Oui, parce que les enfants disent, au moins comme ça, je vais voir ce que j'écris. Parce que sinon, quand on écrit avec la main, on cache son texte. Oui, c'est-à-dire que là, comme ça, je vais écrire l'une et je vais cacher, je ne vois pas. Et pour voir, il faut que j'enlève la main. Donc, l'écriture est compliquée. Et c'est pour ça que il faut accompagner les enfants, les jeunes enfants. Et alors justement, vous êtes graphothérapeute, vous proposez des modèles grâce à des cahiers pour pouvoir aider les enfants gauchers. On voit bien là que le modèle de la lettre est plutôt à droite. Ça, c'est pour pouvoir continuer à voir tout le temps? Voilà, alors oui, je propose les modèles à droite, mais il y a des enseignants maintenant qui commencent à proposer les modèles à droite, parce que si le modèle est à gauche, quand on est en CP ou même en 3e année de maternelle, puisqu'on les fait écrire très tôt, voilà, on cache le modèle. On cache le modèle avec sa main. Ça veut dire qu'il faut dire que l'enfant est gaucher? Je veux dire, avant, on contrariait les gauchers. Maintenant, on est à l'inverse. On s'en occupe presque plus. On estime que tout va bien. Non, je conseille donc aux parents de dire aux enseignants que leur fils est gaucher. Parce que les enseignants, soit dans leur famille, ils ont des gauchers, auquel cas ils vont pouvoir bien les placer, bien les conseiller. Mais il y a encore des enseignants qui ne savent pas quoi faire. Et là, alors, on peut guider les enseignants. Je ne sais pas s'il y a des parents d'enfants gauchers qui nous regardent. Est-ce qu'on peut aller voir soi-même l'enseignant et dire, voilà, mon enfant est gaucher, il est à côté d'un droitier, il se tape le coude en permanence? Oui, tout à fait. Bon, là, j'ai donné des conseils dans 2 livrets. Mais il y a aussi l'association lesgauchers.com qui donne des conseils, et puis on peut se renseigner donc soit via le site. Mais quoi comme astuce, par exemple, on ne se met pas à côté d'un droitier, ou alors on inverse les places, et par rapport au tableau aussi, on choisit sa position? Alors par rapport au tableau, il vaut mieux donc placer l'enfant face au tableau ou à gauche du tableau, parce que sinon, si c'est à droite, nous on fait un geste de gauche à droite, et la tête va de droite à gauche. Donc on risque des troubles musculo-squelettiques. Il y a des maux de... Moi, j'ai déjà pu soigner des maux de cou en les changeant de place. Voilà. Vous parliez tout à l'heure des gauchers contrariés. Malgré tout, il y a encore beaucoup d'enseignants qui obligent les enfants à écrire de la main droite. Est-ce que ça peut avoir des répercussions sur l'évolution de l'enfant en grandissant, en devenant adulte? Oui, alors c'est compliqué. Moi, j'ai vu beaucoup de gauchers, puisqu'il y a la fête des gauchers le 13 août
à Brive-la-Gaillarde, et donc j'ai pu voir évoluer beaucoup de gauchers. Alors c'est une bonne question. Je me suis rendu compte quand même qu'il y a quelques gauchers contrariés qui le vivent bien, donc des adultes. Alors peut-être qu'ils étaient ambidextres, je ne sais pas. Enfin bon, je me pose des questions. Et puis il y a aussi des gauchers qui le vivent mal. Donc moi j'ai en rééducation des droitiers, des gauchers contrariés qui changent de main. Donc il y a des techniques. Mais c'est important de dire justement que pour des enfants qui auraient appris à écrire avec des difficultés, etc., on peut être rééduqué justement en consultant. Ah oui, tout à fait. Alors après, il y a des techniques, des grands mouvements, etc. C'est pas des pages d'écriture, mais oui. Merci beaucoup, Pascal, d'être venu nous donner ces informations. 13% de gauchers en France, vous en faites peut-être partie. Si vous n'avez pas tout bien suivi, vous pouvez réécouter cette interview sur notre site hdf.france3.fr. Et tout de suite, on part à Schaerbeek. C'est un quartier de Bruxelles. Pour visiter, grâce à Christine Defurne et Antoine Morvan, le musée Train World. 23 000 objets différents, de la locomotive au four à charbon, en passant par les panneaux et les aiguillages. Bref, une vitrine sur l'histoire du rail avec Christine. Oui Virginie, bienvenue dans le monde merveilleux du train, l'histoire du réseau ferroviaire belge qu'on va vous raconter ce matin grâce à ce musée Train World que l'on doit à Piet Jonkers, le directeur de ce musée. Bonjour Piet. Bonjour. Alors on se trouve ici pour commencer la visite dans ce qu'on appelle le cabinet des curiosités, c'est ça? C'est quoi exactement? En effet, on a exposé ici presque 600 objets différents qui étaient nécessaires pour vraiment laisser fonctionner le réseau des chemins de fer en Belgique. Vous voyez ici beaucoup de lampes, des cannes de lui, des pendules, des bascules, des maquettes d'origine, même le statut du premier président général des chemins de fer de la Belgique, qui était par hasard ou par excellence payé par les cheminots. Alors on en a une partie ici, il faut savoir que dans les réserves, il y a combien d'accessoires comme ça qui sont encore archivés? En totalité, plus de 23 000 objets. 23 000 objets voilà, qui permettent de faire fonctionner le réseau ferroviaire. Le réseau ferroviaire sont aussi des locomotives. Et alors là, on a de quoi émerveiller petits et grands. On va aller découvrir... Oui, entre autres, un des 5 plus anciens trains à vapeur du continent européen, qui est nommé le Pays de Waals, qui est juste en face de nous. Alors c'est celle-ci que Antoine nous montre, la Pays de Waals. C'est vraiment, elle date de quoi? De 1844, c'est ça? C'est la plus ancienne locomotive à vapeur? Oui, sur le continent européen et naturellement aussi la plus ancienne de la Belgique. Les 4 autres plus anciens, ils sont restés en Angleterre. Alors la plus ancienne, on voit à l'époque il n'y avait pas de cabine en fait pour protéger. Le machiniste et le chauffeur, qui étaient en plein air, et à la fin d'un parcours, ils étaient complètement et littéralement noirs. Hein, oui, fumée. On imagine. Oui. Alors par contre, juste à côté, on a une des premières locomotives avec effectivement la cabine pour protéger. On va monter, on va essayer. Alors il y a du monde, il y a de la visite, ça marche bien le musée. Donc racontez-moi un petit peu. Donc c'est une des premières... Une première qui a roulé en chemin de fer sur le réseau belge. C'est notre type 18. On a ici dans la... Pardon les enfants, on va faire un petit peu de place. Dans l'intérieur de la cabine. Et on a vraiment voulu montrer aux gens, et ici maintenant aux enfants, qu'ils puissent manipuler, qu'ils puissent toucher, qu'ils puissent jouer avec les objets. Bon, c'est bien protégé, comme vous voyez. Même le four qui était ouvert, on peut jeter un coup d'œil. On voit le four à charbon et derrière, en fait, le charbon était stocké ici. Oui, sur la citerne, parce qu'à l'intérieur de la citerne, il y a de l'eau. Le charbon et le bois étaient placés juste en top. Alors on va aller découvrir une autre locomotive, on va redescendre, qui nous montre à quel point pour les contrôleurs c'était assez dangereux à l'époque. On va y aller tout de suite, on va redescendre, on va faire de la place aux enfants. Oui, alors après les locomotives, il y a une voiture qu'on voulait vous montrer, Virginie. Elle est juste là, qui montre à quel point la vie des contrôleurs pouvait être dangereuse. Absolument, parce que les contrôleurs du train devaient se balancer sur ce plancher ici. C'est-à-dire qu'ils grimpaient comme ça sur le... Oui. Ils grimpaient comme ça sur le marchepied. Oui, le marchepied. Ils ont dû ouvrir la porte, entrer dans le compartiment et contrôler l'étiquette du passager, de chaque passager. De nouveau sortir et se balader, se balancer sur ce marchepied vers l'autre compartiment. Et tout ça pendant que la voiture, le train roulait. Oui. Donc on imagine qu'il y avait des accidents? Oui, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs cheminots, plusieurs conducteurs qui sont décédés pendant leur profession, pendant leur boulot.
soit des autres qui qui ont perdu un bras ou leurs deux jambes. Bon, alors je descends parce que c'est quand même pas très confortable, effectivement. Et de là, sont nés les couloirs intérieurs, en fait. On va les voir, justement. Absolument. On a voulu ici créer une scénographie en composer une atmosphère d'aller en vacances, d'aller en congé, parce que c'était aussi grâce à la chemin de fer dans les années 30 en Belgique que les gens, les ouvriers, peuvent aller en vacances. Il y a spécifiquement des abonnements spéciaux. Alors justement, il y a une scénographie assez particulière ici qui raconte l'histoire de ces vacances en train. Oui, parce qu'on a créé ici soit une vacance à la mer, soit dans la montagne ou un city trip vers Paris. Bon, tout ça dedans, dans ces différents compartiments évoqués. Voilà, scénographie signée François Schouten, qui a travaillé vraiment à tout l'agencement de ce musée. On va continuer à aller voir, continuer la visite, Virginie, avec l'histoire aussi des trains postaux et puis des trains de la famille royale. Oui. On a hâte de découvrir ça avec Christine tout à l'heure. Pour l'instant, vous regardez bien 9h50 le matin en Nord-Pas-de-Calais et on vous parle innovation grâce à une plateforme qui permet d'aider ceux qui ont des douleurs chroniques. Ça intéressera peut-être Rodolphe, notre médecin qui nous a rejoint. Bonjour Rodolphe. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous, dans un instant, vous nous parlerez petit déjeuner. Oui, puis je suis pas content, comme d'habitude. Comme d'habitude. De toute façon, vous n'êtes jamais content, ça on le savait. On verra pourquoi dans un instant. Est-ce que vous êtes contente, vous, Audrey? Mais moi, je suis contente. Vous êtes toujours contente et émerveillée, c'est super. Mardi Gras, et je vais vous parler Mardi Gras, bien sûr. Bon, et alors à vos côtés, Thierry Dobrovolski est avec nous depuis le début de l'émission, et c'est maintenant qu'on va parler de Calia Santé. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, Calia Santé est une plateforme web destinée aux personnes qui souffrent de douleurs chroniques. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par douleur? Alors, une douleur chronique, c'est une douleur qui persiste au-delà de 6 mois, 3 à 6 mois. Souvent douleur de dos, du coup, j'imagine? Alors, oui, alors, essentiellement douleur de dos, enfin tout ce qui touche le dos. Ça peut être aussi des douleurs post-opératoires. Arthrose, fibromyalgie, Arthrose, fibromyalgie font partie des douleurs chroniques, effectivement. Alors, du coup, cette plateforme, qu'est-ce qu'elle propose? Alors, cette plateforme, en fait, va rendre accessible à tous, enfin aux douloureux chroniques, les thérapeutiques complémentaires, encore appelées thérapeutiques non médicamenteuses, c'est-à-dire qui sont articulées en fait sur 3 axes, un axe physique, diététique et psychologique. Et tout ça est indissociable. Tout ça est indissociable. Donc, en fait, la plateforme Calia Santé repose sur un algorithme complexe qui permet de proposer un accompagnement personnalisé aux personnes qui souffrent de douleurs chroniques. Donc, si on est intéressé, on va sur cette plateforme, on s'abonne. On s'abonne. Et après quoi? On reçoit des vidéos? Donc, dans un premier temps, il y a un bilan initial qui est gratuit. Et à partir de ce bilan initial, on obtient un score, des objectifs et sous un format d'abonnement, effectivement, on a accès à l'accompagnement qui est basé essentiellement, on le voit en arrière-plan, sur des exercices, par exemple physiques, sous un format de vidéo. Mais exercice physique, où là, on voyait quelqu'un qui pétrissait une patte, ça compte comme un exercice physique, parce qu'en fait, à tout moment. Notre objectif avec Jean-Michel Wattier était de rendre ces vidéos... C'est le médecin avec qui vous avez créé Oui, ces tout à vidéos. fait. Dans un environnement du quotidien et surtout sous un format ludique. Là, on peut très bien rééduquer une personne, les membres supérieurs, en faisant une patte brisée. Voilà. Et ça, c'est un des exercices que vous proposez. C'est un des exercices, oui. Il y en a de multiples. Beaucoup de vidéos disponibles? Alors, beaucoup de vidéos disponibles sur les 3 axes. Des conseils aussi, des documents. Alors, tout ça, ça reste quand même très dématérialisé. Et il était nécessaire de rendre la possibilité d'avoir un accès, un contact, en fait. Et donc, sur Calia Santé, il y a aussi la possibilité d'avoir des séances de coaching par visioconférence, toujours dans un environnement sécurisé. Donc avec un abonnement différent? Avec un abonnement différent. C'est quel ordre de prix, une fourchette? Alors, le premier abonnement est à 29 € par mois. Et l'abonnement avec les séances de coaching, 2 séances de coaching de 20 minutes par mois, est à 75 €. Et on imagine qu'il faut faire ça pendant combien de temps, une fois qu'on est abonné? Alors, au minimum, c'est 3 mois. Je pense que tous les douloureux chroniques sont conscients qu'on ne va pas trouver une solution rapidement. Donc, ça peut aller de 3 à 9 mois. Et l'idée, n'est pas de supprimer ces douleurs chroniques, mais de vivre avec? Du tout. On n'a pas la prétention de supprimer les douleurs chroniques, mais surtout d'améliorer le quotidien des douloureux chroniques en améliorant leur état de santé. Vous avez souvent des douleurs chroniques en cabinet? Oh, ça ne manque pas. Vous allez avoir beaucoup de clients. Ils sont 12 millions en France. 12 millions, oui. Voilà.
Ils ne viennent pas tous chez vous, Rodolphe. Heureusement. Non. Dites- Oui, ce que je voulais préciser, c'est qu'avec la présence d'un médecin, le médecin reste le pilier de la prise en charge de la douleur chronique de son patient. Alors justement, si on veut accéder à cette plateforme, il faut être conseillé par son médecin ou là, les gens qui nous regardent et se disent, tiens, j'essayerais bien, peuvent de même Il y a venir différentes possibilités d'accès. Effectivement, les douleurs chroniques sont à la recherche permanente de solutions, donc directement sur une recherche Internet ou par le biais de son médecin, effectivement, qui peut recommander la plateforme. Les entreprises également peuvent proposer à leurs salariés. travailler en partenariat avec certaines entreprises. Nous avons des partenariats mutuelles avec également. certaines entreprises, effectivement, puisque dans les entreprises, on parlait de douleurs chroniques, les douleurs chroniques physiques, troubles musculo-squelettiques et morales, le stress. Donc, Merci beaucoup Thierry Dobrowolski pour ces explications. Vous retrouverez le site internet pour cette plateforme sur notre site à nous, hdf.france3.fr. Et quand vous serez sur le site, vous pouvez aussi regarder ce qui se passe au niveau de l'information. Qu'apprend-on sur le site? Eh bien, on apprend que c'est le carnaval de Dunkerque. Oui, ça on le savait déjà, mais le carnaval de Dunkerque bat son plein en ce moment, Emmanuel. Bah oui, Virginie, parce que c'est les 3 joyeuses. Et les 3 joyeuses, c'est les 3 jours de fête avant Mardi Gras. Ça a commencé hier avec la bande des pêcheurs de Dunkerque. Ça se poursuit aujourd'hui avec la bande de la Citadelle. Alors, on l'a vu, vous regardez la tablette, Ségolène Royal s'est fait chahuter un petit peu, la ministre de l'Environnement, par des carnavaleux. Hier, c'était à propos du offshore éolien à Dunkerque et sur la côte d'Opale. Sinon, demain, c'est la bande de Rosendal, Grand Fort Philippe, Gravelines et Petit Fort Philippe. Voilà toutes les infos. C'est sur cette page de hdf.france3.fr. Un mot de tennis, vous avez suivi le tennis? Non, pas trop. Prends des nouvelles du Nordiste. J'ai suivi le carnaval. Lucas Pouille, Lucas Pouille, vous connaissez Lucas Pouille quand même, originaire Lucas de Pouille, Zone-Plage. oui. Alors il en est où, Lucas? Lucas Pouille, il était en finale hier de Marseille, à l'Open 13 de Marseille. Il s'est incliné contre Joe Wilfried Tsonga en finale, 6-4, 6-4. Alors Joe Wilfried Tsonga, lui, va passer de la 11e à la 7e place mondiale. Lucas Pouille, il est 17e au classement ATP. Il devrait grappiller quelques places à partir d'aujourd'hui. Et on termine avec une belle image, Emmanuel. Une belle image, ce sont 2 phoques et un veau marin qui ont retrouvé la mer. C'était à Calais samedi. Regardez ce que ça donne, c'est plutôt sympa. Il y avait 500 personnes qui assistaient au spectacle. Je vous lance la vidéo, voilà. Il y avait 500 personnes qui assistaient au spectacle. Donc c'est des phoques qui ont été soignés à la LPA. À la LPA, la Ligue protectrice des animaux, à Calais pendant un mois. Et une tempête les avait ramenés sur le bord de mer. Et ils ont été soignés pendant un mois à la LP, à la Ligue protectrice des animaux de Calais. Merci voilà, je vais y arriver. Emmanuel, c'est vrai que c'est mignon. D'ailleurs, Audrey s'extasie littéralement. Alors lui, par contre, il fait la tête. Toute façon, on a l'habitude, on n'a rien à faire de vos phoques. Il est là comme ça. Je ne suis pas content. Non, je ne suis pas pas du content. tout. Le petit déjeuner, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Si on écoute la grande distribution, l'industrie agroalimentaire, eh bien, effectivement, on fait n'importe quoi au petit Un gros déjeuner. bol de céréales, un verre de jus d'orange. Si vous en avez assez d'être barbouillé, d'être ballonné, d'avoir mal au ventre, d'être fatigué à partir de 10h, mais peut-être, Virginie, peut-être faites-vous n'importe quoi, comme la publicité nous l'incite Ou à faire. les gens qui nous regardent, pourquoi moi, ça va très bien. Hein. Alors pourquoi? Vous le savez, Virginie, mon ennemi public numéro 1, c'est le Lait. sucre. Numéro Le 2. 2. Ah, pardon. Le sucre. Et quand vous faites effectivement ce que la nutrition, entre guillemets, un petit peu préhistorique nous conseillait, eh bien le matin, c'était du pain. Et le pain blanc, c'est du Sucre. Les céréales, c'est du Sucre. Les barres céréalières, c'est du sucre. Et c'est tout le temps du sucre, les pâtes à tartiner. Mais je croyais qu'il n'y avait c'est pas du sucre. d'aliments maudits, qu'on pouvait manger de tout quand même. Alors oui, il faut manger de tout un petit peu avec la pyramide dont je parle souvent, c'est-à-dire il y a des aliments qu'on peut manger en quantité illimitée, des aliments qu'on peut manger le moins possible, et les laitages et le sucre en font partie, Alors, ou les crêpes, Idée reçue faut sur, manger de temps en temps. idée reçue sur le petit déjeuner, mon bol de céréales avec du lait. Alors, savez-vous, vous vous souvenez, on a fait une chronique sur les index glycémiques. Les index glycémiques, c'est la vitesse à laquelle le sucre rentre dans le sang. Par exemple, les bonbons gélifiés, c'est à peu près 95-100. Eh bien, savez-vous quel est l'index glycémique des cornflakes? 95. Et Donc c'est grave, docteur. oui, c'est gravissime. C'est exactement quand vous mangez un bol de céréales sucrées raffinées, la fameuse marque qui commence par un K. Eh bien, c'est comme si vous mangez Merci. un bol de céréales. J'ai pas dit. Un bol de céréales, c'est comme si vous mangiez un bol de bonbons gélifiés. Ah là là Voilà. là là. Voilà, c'est Quelle exactement horreur. la même chose. Donc les Donc, céréales. ça veut dire quoi concrètement? Alors, Ça veut dire concrètement, que ça tout veut de dire suite quoi on a du peps, mais pas longtemps. Exactement. Et à 10h, on baille, on tombe le nez sur son bureau ou on sur a son faim. ordinateur, et on a faim, et on prend du poids, et on a tout ce
stockés dans les Catastrophe. caisses. Arrêtez tout de suite les bols de céréales. Est-ce qu'on peut prendre un verre de lait? Alors le Non lait, plus. vous savez que le lait contient aussi un sucre, le lactose, mais c'est pas là le sujet. Le lait, on sait aujourd'hui que ça contient des facteurs de croissance qui font grossir les tumeurs, qui augmentent les douleurs inflammatoires chroniques. On sait que le lait, dans les pays où on consomme plus de lait, il y a plus de fractures, ce qui est contraire à la publicité. On sait que dans les pays où on consomme du lait, il y a plus de cancer de la prostate, il y a plus de cancer du sein, Je etc. suis déprimée. Bon, Donc, alors on prend pas son verre de Nos lait. amis pour on la prend- vie, ça a été quand même On prend des un verre de amis. jus d'orange à la place. Alors le jus d'orange, oui. Ah oui. Si vous le pressez vous-même, parce que le jus d'orange en bouteille a dissout les fibres, et donc on passe d'un index glycémique qui est correct pour les fruits à un index glycémique très rapide, et donc on Trop arrive, sucré. comme dans un soda, à des index glycémiques de 80-90 pour du jus d'orange en bouteille. Catastrophe. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on fait? peut Eh ben, manger. d'abord, on mange des protéines, parce que les protéines, ça va nous rassasier, ça va augmenter la sensation de satiété, et les études ont montré que quand on mangeait des protéines le matin, eh bien, on avait moins envie de manger dans le reste de la journée, et donc c'était très bien pour pouvoir perdre du poids, garder la santé, Parce que du et coup, en on plus, fait ça ne donne pas de fatigue. Un petit déjeuner salé plutôt. Exactement, Fromage, comme dans pratiquement tous les pays du monde, ma chère Virginie, puisque la France et les États-Unis sont les seuls où on mange que du sucre. Sinon, dans les autres pays du monde, le petit déjeuner est un repas comme le déjeuner ou le dîner. C'est ce qu'on préconise à ceux qui font un régime chrono aussi. Oui, c'est de mais même manger- à tout le monde. C'est ce qu'on préconise à tout le monde. Il faut faudrait manger. toujours Quoi, on fait œufs, manger bacon, des œufs, du bacon, des du œufs. poisson, des Mais alors, et si céréales on a du complètes. cholestérol? Alors vraiment, déjà, je m'énerve. Il n'y a plus beaucoup de temps, donc Souvent, faites-le de façon courte. Alors, les œufs ont été totalement déculpabilisés, ont été innocentés. Ça ne fait pas monter le cholestérol, ça n'augmente pas les risques cardiovasculaires. Les œufs sont des aliments santé. Il faut. On peut manger un œuf tous les matins. Il faut en manger. Moi, j'en mange 2 tous les matins. 2 œufs tous J'ai les fait une matins. prise de sang il C'est n'y a pour pas ça que vous longtemps. êtes Je n'ai pas de énervé cholestérol. comme ça. C'est pour ça que je suis en forme, vous voulez dire. C'est Vous êtes ça. trompé. Voilà. Donc œufs tous les matins, il n'y a pas de souci. Œufs tous les matins, on peut rajouter du riz Charcuterie, complet, on peut rajouter un du peu de riz complet. bacon, un peu de... À un l'anglaise, peu de- en fait, À on fait l'anglaise, un- exactement. Les my dear. beans à la tomate. Beans with tomatoes, yes. Voilà, vous avez bien noté. Mais écoutez, je vous propose pour demain, envoyez-nous des photos de votre petit déjeuner. On les diffusera dans 9h50 le matin. Merci pour tous ces éléments, Rodolphe. Mais je vous en prie, essayez, je garantis sur facture. Essayez, vous verrez, vous allez gagner 10 ans, vous allez vous sentir mieux. Essayez. C'est comme Rodolphe, l'essayer, c'est l'adopter. Merci beaucoup. Merci Virginie. Restez avec nous pour partir visiter le Train World. C'est là où nous emmène tout au long de la matinée Christine Defiant et Antoine Morvan. Ils sont à Bruxelles, dans le quartier de Schaerbeek, pour ce musée du chemin de fer qui a tout juste 1 an. On a découvert les objets de collection tout à l'heure. On part à présent voir les trains postaux et les trains royaux avec Christine. Oui, Virginie, l'histoire du réseau ferroviaire, ce sont également les trains postaux. Nous sommes dans un train postal, Pete. Il faut savoir que jusque dans les années 80, à peu près, on triait encore le courrier. Oui, en effet. Et c'était pendant la nuit qu'on a trié ici la poste, les paquets, qu'on a placés dans le petit bac qui sont indiqués avec le propre nom de la commune. On le voit, on va justement regarder là, ici. On peut les voir ici, Kerkom, Everley, dans toute la partie de la Belgique. On a indiqué très clairement où les paquets et les enveloppes, les lettres doivent se trouver. Chaque ville était répertoriée. Oui, en effet. Alors, on va continuer notre petite visite. On sort du train pour aller traverser le train Trans-Europe Express, qui est un peu, on peut dire, le prédécesseur du TGV. C'est Oui. celui-ci. TGV, du Thalys, en effet de tous les trains à grande vitesse qui sont toujours en route en Belgique, mais aussi en France, soit en Allemagne. Et on voit ici juste une voiture, un Trans-Europe Express équipé en première classe. Il y avait même un salon de coiffure, vous me disiez. Oui, en effet, pour les longues distances, on a prévu une coiffure. Alors, je redescends et là, on arrive sur un train mythique. C'est le train de la famille royale. De la famille royale de la Belgique. Celle-ci était utilisée par le roi Léopold II et jusqu'à le roi Albert I. Et ici, dans ce compartiment, on voit le lit qui était utilisé par le roi Léopold II, qui était plus ou moins la même taille que moi, assez grand. C'est un lit de 2,10 mètres. Et cette voiture date de 1901. Et alors, il y avait également les salons privés de la famille royale. Il a travaillé ici, soit réceptionné sa famille, sa relative, et dans le reste de cette voiture, on a le compartiment, les couchettes pour le personnel. Voilà, tout le monde voyageait dans ces voitures. Dans un de cette voiture, parce que c'était toujours une composition de 3 voitures identiques. Alors,
le musée s'est également tourné vers le futur. Hein. On a vu voilà l'histoire, mais on parle aussi de la nouvelle technologie et notamment grâce à un simulateur. On va aller le voir ensemble pour bien prendre les commandes. Hein. Virginie, je sais que vous en rêvez, allez, on y va. Alors pour arriver sur le simulateur, on passe d'abord sur ce pont qui a une histoire. Hein, Peter. Oui, on a essayé pendant cette histoire 7 fois, les Allemands, les Belges, les Américains, de le bombarder, de le détruire. Mais bon, finalement, en 2011, on a coupé une traverse de ce pont, on l'a emporté par ici, restauré autour, placé une bâche autour et après on construit le reste du musée. Donc en fait, il a été ramené ici et le musée a été construit autour. Oui, absolument. Allez, on part au simulateur, c'est parti, on va l'essayer. Alors le simulateur, il est là, ce qui nous montre que c'est un musée également interactif. Oui, et pour cette raison, on a installé même 2 simulateurs de conduite. Alors, voilà, on se place ici. L'idée, c'est de pouvoir eh bien prendre enfin les commandes d'un train. Tous les enfants en rêvent, les grands-enfants aussi, grands-enfants que je suis. Hein. Alors, donc, vous pouvez ici accélérer dans ce poste de conduite. On va passer via la gare de Schaerbeek. Vous voyez sur l'écran, le grand écran, les instructions, la vitesse maximum, c'est 100 km/h. Pour le moment, ici aussi sur le display, à l'interne, comme vraiment à l'interne de locomotive. Donc on a vraiment l'impression d'être aux commandes d'un train. Il y a des instructions maintenant de klaxonner, je vais le faire. Bon. On vient de passer le passage à niveau. Oui, mais c'est gai pour tout le monde, absolument, comme je l'ai déjà dit. Bon, maintenant c'est important de ralentir. Alors là, il faut réduire la vitesse, voilà, parce qu'on arrive en gare. Et l'idée de ce simulateur, c'est de nous conduire, parce qu'on a vu bon, voilà, l'histoire du réseau ferroviaire depuis le 19e siècle. L'idée, c'est de nous conduire vraiment dans le futur. Dans le futur. Et ce parcours va vous montrer qu'on va passer un voyage vers le futur, et dans une ville de futur. On passe maintenant dans la gare de Schaerbeek, avec l'ancien gare et le nouveau bâtiment. Voilà, le nouveau bâtiment où est installé ce musée Train World. Et maintenant, c'est très important de ralentir et de voilà, freiner. parce qu'on va prendre des passagers. Oui, sans doute. On doit attendre jusqu'aux instructions voilà. du conducteur. Et oui, ça, c'est vraiment le côté sympa de ce musée aussi. C'est, voilà, hop, je freine parce qu'on est arrivé. Hop, voilà, juste à la bonne limite. Voilà. Ah, j'ai brûlé un feu rouge. Bon, il faudra que je repasse mon examen. C'est pas grave, j'aurai l'occasion de revenir parce que franchement, n'hésitez pas à venir ici à Schaerbeek pour découvrir ce musée Train World. C'est ouvert tous les jours, sauf le lundi. Il faut venir en famille. C'est vraiment un lieu de balade exceptionnel. Merci, Pete, de nous avoir fait ce petit tour de visite. Merci à vous. Voilà, Virginie, à vous l'antenne. Merci beaucoup, Christine. On espère qu'elle va revenir en entier parce que visiblement c'est compliqué de conduire un train. Emmanuel, oui, comme chaque jour, vous interviewez un journaliste de la presse hebdomadaire régionale. Aujourd'hui, le courrier de Fourmi, c'est dans l'Avesnois, et vous nous parlez de l'article qui se trouve à la une. À la une, c'est ce dont on parle avec Olivier Urbain. Alors, on va parler en fait des maires qui se plaignent de dépôts d'ordures ménagères sauvages à la frontière franco-belge. Pour en parler, nous sommes avec Olivier Urbain. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, quel est le constat et sur quelle commune ? Le constat, il est simple, c'est que depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, plusieurs années, on a régulièrement, près des communes frontalières, comme des petites communes comme Bèves, Moustier, Enfagne, des petites communes qui sont là à la frontière, au Hain, même des fois sur un nord, on a des dépôts d'ordures qui sont récurrents en fait sur ce secteur-là. Alors, ce sont des ordures ménagères de particuliers qui viennent de Belgique vers la France, c'est ça ? C'est de ce côté-là que ça se passe ? On va pas créer un conflit diplomatique, bien entendu, mais le constat a été fait par le maire de Bèves, en fait, Monsieur Gary, qui, assez de ces dépôts sauvages, a commencé à fouiller un petit peu dans les poubelles, qu'il retrouvait au fur et à mesure, et il s'est aperçu qu'effectivement, il y avait souvent des dépôts qui venaient des Belges, quoi. Et désormais, voilà, le constat, il est là. Alors, quelles sont les causes ? Vous pouvez nous expliquer ça ? Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs choses. Je dirais d'abord l'incivilité, parce que ce soit des Belges ou des Français, il y a des gens qui déposent de toute façon des dépôts. Oui. Enfin, il y a des dépôts sauvages. Mais il y a aussi le côté, je vais dire, le maire, en fait, aujourd'hui, lui, il considère que maintenant, on va faire payer le pollueur, quoi. Enfin, le pollueur-payeur, comme on dit. Alors, les Belges, il faut,
enfin, si on considère que ce sont les Belges, pourquoi ils font ça? En fait, vous disiez également dans votre article qu'il y a des taxes qui sont un peu plus chères en Belgique. C'est ça pour le ramassage des ordures ménagères? En fait, on a fait un comparatif. Par exemple, ici, sur la communauté de communes du Sud Avesnois, on considère que pour une famille avec 3 enfants, c'est entre 80 et 110 euros par an qu'on doit payer sur les taxes foncières. Par contre, si on passe de l'autre côté de la frontière, on s'aperçoit que pour la même famille, avec 3 enfants, la taxe annuelle, elle est de 170 euros. Mais à cette taxe-là, il y a également la taxe pour les sacs poubelles qui sont obligés d'acheter, nos amis belges, pour mettre leurs déchets à l'intérieur, les plastiques et les ordures ménagères. Merci beaucoup, Olivier. Du coup, les maires des communes concernées comptent réagir. Merci beaucoup, Olivier. Un article à retrouver dans le Courrier Fourmi. Merci. Merci. Au revoir. Merci, Emmanuel. Merci, Olivier. Audrey, c'est le moment où l'on s'émerveille dans 9h50 le matin, où vous allez voir, on va trouver tout magnifique. Tout magnifique. Commencer par cet album pour les tout petits. Oui, On alors, parle de Mardi Gras. on en parlait tout à l'heure. Demain, Mardi Gras, le carnaval qui bat son plein à Dunkerque, les carnavals des enfants mercredi avec le bal enfantin des Chevaliers, les Amis des Géants, le bal enfantin de Collebrec. Et alors, bien sûr, j'avais envie un peu de préparer ça et de vous donner quelques idées de lecture. On commence avec ce petit Molang. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais déjà présenté avant Noël, puisque c'est une nordiste lilloise d'origine, Marie Manant, qui est chargée par les éditions de décrire les aventures de ce petit Molang, ce petit lapin et son ami Piou Piou. Un livre complètement adapté pour les enfants à partir de 18 mois, puisque vous allez voir, il s'agit d'un petit livre en carton qui se prend bien dans les mains, facilement. Et alors ici, qu'est-ce qui se passe? Molang et son ami Piou Piou veulent aller au carnaval, mais ils n'arrivent pas à se décider. Il y en a un qui veut s'habiller en fleurs, l'autre veut s'habiller en pompier, l'autre veut s'habiller en cow-boy. Ils n'arrivent pas. Et alors, tout simplement, Ça parle de déguisement, c'est pour vous. ils mettent chacun un petit chapeau et les voilà partis pour le carnaval. Donc, c'est un petit prix, 6 € et on n'hésite pas pour les enfants à partir de 18 mois. Pour les plus grands. Les tout petits, mais aussi, j'oublie pas, les plus grands, avec ce livre qui s'appelle SOS Corsaire, menace sur le carnaval de Dunkerque. Alors c'est vraiment une collection que j'aime beaucoup. On connaissait Polar en or pour les adultes, qui est créé par la société Ravéanceau, qui est sur Villeneuve-d'Ascq. Et la société d'édition a aussi mis en place une petite série pour les enfants. Et là, ce que j'aime, c'est quoi? C'est l'univers du Nord, avec des héros alors qui sont de Lille, qui sont de Dunkerque, qui sont de la région. Et là, on est directement dans l'univers du carnaval. Une semaine avant Mardi Gras, là on parle du jour gras, et on a 4 amis de CM2, Pipite, Nino, Adrien et Lucille, qui commencent à paniquer un peu parce qu'il y a une menace de disparition, et on craint la disparition de Jean Bart, la statue de Jean Bart, juste avant Mardi Gras. Évidemment, si la statue de Jean Bart disparaît, plus de carnaval. C'est la catastrophe. Donc, ce Elle petit s'emballe, Audrey, mais alors, en plus, C'est pour quel âge? Voilà, c'est le mystère de Jean Bart. Voilà. Et ils vont résoudre. 6,90 € à partir de 8 ans. On dirait que vous avez écrit le livre. Un peu. L'encyclopédie de la crêpe. Audrey. Alors, Mardi Gras, carnaval, mais aussi Mardi Gras. Voilà, je suis désolée Rodolphe, mais aussi la petite encyclopédie de la crêpe. Remplie de parce sucre que traditionnellement, Mardi Gras, on fait des crêpes. Et là, petit coup une de fois par an, cœur Rodolphe. pour ce livre de Christelle Huet-Gomez, qui est à la fois blogueuse, qui est auteure de livres jeunesse, qui est blogueuse culinaire, qui est l'auteur de livres de cuisine. Et Avec alors de là, très belles elle photos. nous propose pas moins de 34 recettes. Les traditionnels, sucrés, salés, bref, plein de choses pour se régaler. Petit prix aussi de 7,99 €. Ah oui. Mais là, par exemple, je tombe sur le pancake soufflé à la raclette. C'est pour moi. Au hasard. Au hasard, c'est pour Emmanuel. et J'aurais Rodolphe. pas cité Je vous fais celui-là. passer. Merci beaucoup, Audrey. Merci à tous d'être venus pour cette émission. On vous retrouve demain, vous, Emmanuel. Oui, avec Frédéric Vlaminck, le vétérinaire, qui nous parlera en fait de la façon de déparasiter son animal de compagnie. Voilà, si vous avez des
animaux. Suivez-nous avec attention. Vous venez d'allumer la télé. Ben oui, vous avez prévu de regarder Midi en France parce qu'ils sont en direct du Salon de l'Agriculture. Mais vous ne saviez peut-être pas que nous, on est là avant. On s'appelle 9h50 le matin. Ça se passe dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous pouvez nous regarder, il suffit d'allumer la télé un peu une heure avant. Voilà, comme ça, vous découvrirez tout ce qui se passe dans votre région. Demain, on vous parlera du diplôme, le BAFA, comment encadrer des jeunes pour devenir animateur. Et puis du Salon de l'Agriculture. C'est là qu'est d'ailleurs Midi en France. Je viens de vous le dire. Ben voilà, restez sur France 3, Hauts-de-France. Et nous, on vous retrouve demain à quelle heure? Vous avez suivi ou pas? 9h50. 9h50 le matin, évidemment. À demain. Ouais. Du coup, je vais pas parler de mes petits trucs.